Bonjour, merci de venir vers Le Monde décrypté et cette nouvelle émission vidéo, Le Monde décrypté en 7 images, qui vous permet au début de chaque mois de découvrir les situations les plus pertinentes, les plus justes, les plus factuelles sur chacun des 4 arcs de crise qui agitent actuellement le monde: la mer de Chine, la frontière occidentale de la Russie, la frontière européenne, bien sûr l'arc chiite, les pays du Moyen-Orient et enfin le Sahel. Donc aujourd'hui, nous couvrons avec ce numéro la frontière occidentale de la Russie, les frontières européennes russes. Cette image donc présente la nouvelle situation du front au mois de mai, à savoir la décision de la Russie de se concentrer sur l'est de l'Ukraine, le Donbass, puisque le déploiement initial donc n'a pas abouti aux résultats escomptés. Le déploiement à partir de la Biélorussie, l'attaque sur Kharkov, n'a pas fourni les résultats de conquête de la capitale de l'Ukraine. Et donc, la Russie a décidé de concentrer son attaque militaire sur la région du Donbass. Nous en avons maintenant la confirmation. Elle avait dit beaucoup de choses, qu'elle était en manœuvre alors qu'elle allait attaquer. Nous avions besoin de cette confirmation de sa déclaration de concentration sur le Donbass. Effectivement, les forces militaires russes se concentrent sur cette région. Donc elle confirme en quelque sorte l'erreur du plan d'attaque initial qui a été d'envoyer 160 000 hommes sur 1200 kilomètres de front, impossibilité pour l'armée russe de prendre le contrôle de l'Ukraine, un pays de 600 000 kilomètres carrés et 42 millions d'habitants, donc un problème de formatage des forces initiales tout à fait étonnant. Enfin, il faut signaler que les forces ukrainiennes, aux extrémités de cet arc d'attaque russe, donc au nord, eh bien, reprennent des contre-offensives sur Kharkov et deuxièmement, au sud, des contre-offensives sur la ville prise par la Russie de Kherson. Sur l'image suivante, on aperçoit une attaque qui a été menée par la Russie et son désastre, à savoir les frappes qui ont été réalisées pour franchir la rivière Donetsk, entreprise par l'armée russe. Et donc, l'armée ukrainienne a été capable de mener une contre-attaque dans le franchissement de cette rivière. Donc, cette contre-attaque ukrainienne et le désastre russe qui en a résulté confirme l'excellente coordination des moyens ukrainiens en termes de repérage, en termes de frappe de précision, bien sûr, avec l'appui des services d'information et de renseignement américains, surtout par voie satellitaire. Donc, elle laisse entrevoir les capacités de frappe de précision que l'armée ukrainienne peut mener à l'avenir avec donc des armements à recevoir contre les forces russes dans le Donbass. Les forces ukrainiennes ont demandé à de nombreuses reprises de recevoir un équipement d'artillerie de précision et c'est ce qu'ont décidé de faire un certain nombre de pays de l'OTAN, à savoir les États-Unis, l'Allemagne et la France, donc d'envoyer en Ukraine des équipements capables de compenser la faiblesse de l'artillerie ukrainienne. Et c'est tout à fait le cas donc de l'équipement des canons César français envoyés au cours du mois de mai pour soutenir l'effort militaire ukrainien. Cet équipement a la particularité de pouvoir frapper des cibles jusqu'à 50 km de distance,
ce qui a l'avantage très important de maintenir cet équipement en dehors des capacités de frappe de la Russie, qui a en moyenne une portée, ces équipements d'artillerie russe, d'une trentaine de kilomètres. Donc, pouvoir frapper sans être frappé soi-même est effectivement un grand avantage. Deuxièmement, ils sont capables d'être mis en œuvre par un équipage réduit et seulement en 4 minutes. Donc, une fois que les frappes sont effectuées, eh bien, il faut à nouveau que 4 minutes pour se déplacer, car il est essentiel de pouvoir ainsi échapper à des contre-feux lancés par les Russes sur les sites donc de lancement où se trouvaient les équipements César. Donc, une mobilité tout à fait importante. Donc, on trouve avec cette illustration de fourniture d'armement César l'action du gouvernement français qui est à la fois de fournir des équipements, mais aussi de maintenir un lien diplomatique, un canal de communication diplomatique, car un jour ou l'autre, il faudra pouvoir aboutir à des discussions et des négociations. Sur l'image suivante, eh bien, nous élargissons aussi le champ géographique, puisque nous avons ici une réunion, n'est-ce pas, qui a eu lieu au mois de mai, de l'équivalent de l'OTAN, à savoir de l'OTSC. Donc, dans le camp occidental, l'OTAN, OTAN, eh bien, Moscou a décidé en 2002 de créer l'OTSC, donc penchant et pendant à l'organisation du traité de la sécurité collective autour d'elle-même avec la Biélorussie et 3 pays de l'Asie centrale, dont le Kazakhstan en particulier. Donc, à part la Biélorussie qui a laissé son territoire donc disponible pour que l'armée russe le traverse, aucun des pays de l'OTSC n'a apporté son appui militaire actif ou passif. Aucun autre des autres pays donc de l'Asie centrale lors de ce conflit. Il est même à noter que le Kazakhstan a autorisé une manifestation en faveur de l'Ukraine. Il est même à noter que le Kazakhstan a levé des fonds et envoyé donc du ravitaillement alimentaire à l'Ukraine et que les avions kazakhs se sont posés en Pologne pour pouvoir acheminer ce ravitaillement. Donc, voyez-vous, il est très important de noter qu'en ce mois de mai, eh bien, il y a une confirmation d'une certaine forme d'éclatement de l'alliance OTSC, donc du lien entre le Kazakhstan et la Russie. Nous changeons un niveau de dimension et nous nous penchons sur les conséquences agroalimentaires de cette guerre. Donc, la Russie est le premier exportateur mondial de blé et l'Ukraine apparaît en 5e position. Donc, les difficultés d'exportation de blé à partir de la Russie et de l'Ukraine créent donc une inquiétude très importante et une hausse des prix sur le marché donc du blé et en répercussion sur tout le domaine agroalimentaire. Et donc, il faut noter que les sanctions ne sont absolument pas en cause. Les sanctions contre la Russie ne sont pas en cause dans ce mécanisme. C'est une décision de la Russie de bloquer en particulier l'important port d'Odessa et donc d'empêcher l'Ukraine d'exporter son blé. Donc, il est vraiment important de noter que pour la première fois, un pays, la Russie, utilise une arme donc alimentaire, agroalimentaire, dans une rivalité géopolitique. Le désordre donc qui se crée actuellement dans le marché du blé et de l'agroalimentaire est une arme que Vladimir Poutine a décidé d'utiliser. Dans l'image suivante, nous avons une image de réunion entre le ministre des Affaires étrangères turc, Cavusoglu, et Anthony Blinken, son homologue américain. Pourquoi? Eh bien, pour parler de l'OTAN. Et pourquoi de l'OTAN? Eh bien,
bien sûr, avec les décisions prises par la Finlande et la Suède au mois de mai de rejoindre l'Alliance atlantique, alors que tous deux étaient des pays neutres dans le cadre militaire. Et c'est vraiment un résultat tout à fait à l'opposé de ce que souhaitait voir la Russie en ce qui concerne l'OTAN, puisqu'elle souhaitait ne pas avoir une implication ukrainienne dans l'OTAN. Donc elle aboutira peut-être à ce résultat, mais elle perdra en parallèle la neutralité de deux pays dont l'un a 1350 kilomètres de frontière avec elle, la Finlande. Donc il est intéressant d'évoquer cette notion d'encerclement qui a été souvent citée de la Russie par l'OTAN. Il faut quand même regarder les faits, comme nous disons souvent au monde décrypté. Et la frontière terrestre russe ne comporte que, entre guillemets, 21 000 kilomètres, donc 20 600 kilomètres pour être précis. Donc c'est une énorme frontière terrestre et avec 14 pays. Mais en ce qui concerne la frontière avec les pays impliqués dans l'OTAN, à la veille de la guerre, il n'y a que deux États baltes qui ont 350 kilomètres de frontière, qui ont une appartenance à l'OTAN. Donc, la frontière commune, l'encerclement, comme l'on disait, de la Russie par l'OTAN avant le déclenchement de cette guerre, eh bien, ne comportait que 350 kilomètres sur 20 600, donc de communautés avec des États de l'OTAN. Donc, il n'y a pas à vraiment parler d'encerclement quand il y a 0,5% ou un peu plus d'1%, pardon, de communauté de frontières entre l'OTAN et la Russie. Et avec l'arrivée donc de la Finlande, cette frontière commune OTAN-Russie s'étendra sur 1700 kilomètres à nouveau, voyez-vous, c'est-à-dire 8% de la frontière terrestre russe. Il n'y a absolument pas possibilité de parler d'encerclement de la Russie par l'OTAN. Nous avons à nouveau une image de réunion, cette fois-ci le 23 mai à Washington, avec le secrétaire d'État américain à la Défense et le chef d'état-major donc de l'armée américaine, entouré de 39 autres participants directs et indirects par vidéo, donc beaucoup plus que les 30 pays de l'OTAN. La Finlande et la Suède donc participent à cette réunion. Il s'agit de regrouper l'ensemble des pays aidant l'Ukraine dans cette guerre. Et il est à noter, parce que cela n'a pas été suffisamment fait, que l'Autriche, également pays neutre, a participé à cette réunion. Donc, au-delà de cette réunion du 23 mai, le Congrès américain avait voté précédemment, le 19 mai, un budget exceptionnel de 40 milliards de dollars en faveur de l'Ukraine. Donc, il ne s'agit pas simplement d'envoyer des armes pour un tel montant, mais il s'agit aussi d'envoyer de l'assistance alimentaire et aussi de consacrer une partie de ces sommes au rééquipement des stocks américains qui ont été donc diminués par les expéditions vers l'Ukraine. Donc, en conclusion générale, eh bien, ce mois de mai, sur la frontière russo-européenne, dans la guerre donc entre l'Ukraine et la Russie, confirme la volonté de la Russie de concentrer ses efforts militaires sur la région du Donbass. On a vu deuxièmement que les Ukrainiens sont capables de mener des contre-attaques et l'arrivée de matériel d'artillerie de haute précision et de longue portée va être un élément déterminant. Donc, le mois de juin sera déterminant certainement dans l'évolution de ce conflit. Enfin, souhaitons que la Russie
accepte des négociations et le déblocage de la circulation libre du blé afin de pouvoir alimenter, bien sûr, le Moyen-Orient et l'Afrique dans cette matière première essentielle pour eux. À très bientôt pour d'autres découvertes sur d'autres arcs de crise par le monde décrypté. Merci.